Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode qui sort un peu plus rapidement que les précédents parce que j'ai beaucoup de temps libre en ce moment grâce aux vacances qui vont arriver et donc j'en profite pour faire vivre un petit peu plus la chaîne en faisant des enregistrements et du montage vidéo. Bref, en tout cas, aujourd'hui je vais simplement vous raconter une histoire réelle qui a fait trembler l'Allemagne et qui dépasse de loin et de très loin tous nos us et coutumes, que ce soit sur le meurtre ou le fétichisme. Cette vidéo va être dérangeante et va comporter du contenu qui peut se trouver graphique. Je vais évidemment censurer ce qui doit être censuré, mais des fois que ça puisse ne pas suffire pour certains, si vous êtes sensible ou que vous avez un doute, je vous conseille de quitter immédiatement la vidéo. Le montage sera simple pour que vous puissiez vous concentrer sur ma voix uniquement. Il n'y aura pas d'images superflues ou qui n'ont aucun rapport avec l'affaire, contrairement à plusieurs vidéos que j'ai pu voir sur YouTube. Évidemment, je vais mettre des images pour illustrer, mais ce sera seulement des choses qui ont un rapport direct avec l'affaire que je vais vous présenter. Sur ce, je vais maintenant commencer par introduire l'histoire d'Armin Meiwes. Donc, notre homme s'appelle Armin Meiwes. Il est né le 1er décembre 1961 en Allemagne, dans une ville proche de Düsseldorf, pour ceux qui connaissent. Il mène une enfance, ma foi, normale, sa famille a la santé, il a une vie paisible et il s'amuse comme n'importe quel enfant le ferait. Du moins jusqu'à ses 8 ans, où son père décide de l'abandonner lui, sa mère et ses 2 demi-frères. Suite à ces événements, sa famille décide de déménager à Rothenburg dans un gigantesque manoir familial où il passera clairement une des plus grandes parties de son enfance. Cependant, les années passent et les demi-frères vont aussi quitter la maison familiale pour aller faire leurs études ailleurs et ils laissent donc Armin et leur mère tout seuls dans cet immense manoir. Et c'est à ce moment précis que débute toute l'histoire connue d'Armin Meiwes. Alors, sous le coup de la solitude et de la frustration, il devient littéralement le souffre-douleur de sa mère qui devient très autoritaire. Et face à ça, il se protégera en se renfermant sur lui-même dans l'introversion et la découverte de son homosexualité. Il inventera même un ami imaginaire nommé Frankie, grand, blond et fort, avec qui il discutera souvent parce que c'est son seul ami à ce moment-là. Puis, inévitablement, à force de vivre sous le joug de sa mère dans la plus grande des solitudes, il développera en parallèle des fétichismes sadomasochistes et cannibales. Je sais pas comment il en est arrivé là, mais c'est un fait. Il avait commencé à développer des pulsions cannibales. Et d'ailleurs, dans une interview de plusieurs heures, il dévoilera même qu'étant enfant, il rêvait souvent de dévorer un de ses camarades de classe, sans jamais le faire, évidemment, et sans jamais en être rebuté, surtout. Donc, oui, cannibale. Mais attendez, parce qu'apparemment c'est pas assez malsain, il décide de côtoyer la meilleure amie de sa mère, du nom de Ursula von Bernus, qui se fera d'ailleurs appeler la magicienne noire, parce qu'elle avait l'habitude de maudire les cibles données par ses clients. Voilà. Elle sera d'ailleurs impliquée dans des affaires de meurtre et de suicide, dans lesquelles elle sera directement témoin, voire suspecte, sans être jamais inculpée. En tout cas, Armin Meiwes n'avait pas du tout, mais alors pas du tout un cadre sain pour grandir, et ça il l'avait partiellement compris, c'est pour ça qu'il décide à ses 19 ans de s'engager dans l'armée. Disons que tout n'est pas perdu, mais en fait malheureusement il est affecté à une base qui se trouve à une demi-heure de chez lui, et donc il devra continuer de vivre avec sa mère jusqu'à sa mort puisque sa santé déclinait. En parallèle il deviendra informaticien après s'être découvert une passion pour internet, et était du coup plutôt apprécié de ses collègues, étant selon ces derniers gentil, accueillant, mais toujours un peu vieux garçon, ce qui n'est pas étonnant puisque il accumule quand même les traumatismes. Lorsque sa mère meurt en 1999, il hérite du manoir familial, et hurrah pour lui, c'est la libération. En fait, c'est un peu trop la libération parce que ses fantasmes contre nature vont décupler. Il décide alors d'emménager le second étage de son manoir pour en faire une salle de torture. Il a posé du carrelage, installé une table de dissection et même un système de poulies et de crochets auquel il pourrait accrocher un potentiel gibier sans jamais le faire. À 38 ans, il n'a pas encore pu expérimenter une seule relation sexuelle ou même amoureuse avec un autre homme et se contente juste d'accumuler des vidéos et magazines porno sexuels dans sa demeure. Et donc avec de la frustration.
D'ailleurs, étant informaticien et étant donc déjà familiarisé avec internet, il navigue sur des sites et forums pour rencontrer des hommes sans pour autant avoir de résultats, mais pas seulement. Et c'est là que la descente aux enfers commence réellement. Il cherche aussi à entrer en contact avec des gens qui ont les mêmes fantasmes que lui-même et qui pourraient lui ressembler, mais pas seulement des fantasmes sadomasochistes, parce qu'il tombe sur des sites qui se trouvent cannibales. Il prendra d'ailleurs le nom de son ami imaginaire comme pseudonyme sur les réseaux, à savoir Francky le Boucher. À partir de maintenant, le mécanisme est lancé et pas grand chose pourra l'empêcher de continuer à sombrer plus profond dans ses fantasmes les plus obscurs. Encore une fois, si vous êtes sensible, vous pouvez encore quitter la vidéo, il n'est pas trop tard. Pour entrer en contact avec des personnes qui pourraient être cannibales ou sadomaso, il utilise le site Cannibal Café. Et là, je vais faire une grosse aparté, parce que ce site mérite des explications et même voir une vidéo entière qui pourrait lui être dédiée. Ce site Cannibal Café était plutôt connu sur le dark web à l'époque pour ce genre de communauté adepte du partage d'images gore, d'autopopulation et par-dessus tout, le vor. Donc c'est une pratique sexuelle consistant à manger son partenaire durant l'acte, et à commettre des choses que je ne citerai pas. C'est assez dégueulasse en effet, ouais, surtout qu'il y a des images de ce type classées dans l'onglet Snuff Stuff du site que j'ai évidemment flouté parce que je ne suis pas là pour montrer ce genre de choses et que ce n'est pas quelque chose que l'on doit voir. Ce site Cannibal Café a été créé par un certain dénommé Pierre Loco qui est d'ailleurs très actif sur le site quand on regarde l'historique de partage de posts. Il aurait d'ailleurs créé un second site appelé Dolcet Girls et auquel il aurait convié les autres participants du Cannibal Café dans un post que j'ai pu retrouver et que je vous présente sûrement à l'écran. Ce site-là permettrait entre autres de suivre la progression de l'entraînement de ce que ces malades appellent Dolcet Girls ou Snuff Slaves, soit des femmes qui voudraient devenir des esclaves soumises aux pires atrocités. Et le pire, c'est que sur le post de Pierre Loco, il indique qu'il y aurait déjà une intéressée, et je pense même avoir vu quelques photos relatives à ces Dolcet Girls dans la catégorie Snuff Stuff, avant de vite partir. Alors, voici des exemples de Dolcet Girls que j'ai pu retrouver notamment sur le site. Donc on a Natalia, volontaire, qui aurait été entraînée pour des trucs allant jusqu'au démembrement progressif, ou encore Ashley, involontaire, après avoir été donnée par son ex-copain en tant que viande. Oui, de la viande. Parce que je rappelle, c'est un site cannibale. Si vous voulez une idée de comment ce genre de femme est recrutée, il y a un formulaire disponible sur le Cannibal Café que je vous présente actuellement à l'écran. En premier lieu, il faut indiquer si vous êtes volontaire ou involontaire, c'est obligatoire. Ensuite, il suffit de remplir des informations personnelles comme l'âge, la taille, etc. Indiquer ce pourquoi la personne a été entraînée, avec comme exemple allant du sexe oral à la complète déshumanisation. Et enfin, la façon dont vous préféreriez mourir en tant qu'esclave, avec des choix insensés comme la pendaison, le démembrement ou même la vivisection. C'est horrible. Et en haut du formulaire, il est indiqué que les femmes snuff slaves étaient réduites comme du bétail et qu'elles avaient été entraînées pour des actes extrêmement violents, pour des raisons fétichistes extrêmes, voire pour finir dans une assiette. Je ne sais pas si c'est juste du roleplay extrêmement crasseux et borderline, mais je préfère que ce soit ça plutôt qu'il y ait réellement des ranchs d'élevage de femmes vouées à ce sort atroce quelque part sur le dark web. Pour en revenir purement et simplement à Armin Meiwes, il a utilisé le site Cannibal Café pour poster une annonce le 22 février 2002 pour trouver un homme entre 18 et 25 ans qui se laisserait bien mourir, tuer et manger. Ce coup-ci, il a été assez direct pour pouvoir assouvir enfin ses fantasmes cannibales, et même si ça paraît grotesque comme demande pour un simple site de partage de contenu gore, plusieurs personnes se trouvent finalement intéressées par la demande, et même si la plupart d'entre eux se rétractent bien évidemment lorsqu'ils se rendent compte du sérieux de Armin Meiwes, il y en a quand même quelques-uns qui sont allés jusqu'à se rendre chez lui, et il y en a même un qui s'est retrouvé sur la situation suivante, assis sur une chaise avec Armin Meiwes qui arrive avec un couteau de cuisine pour l'égorger. Enfin, jusqu'au moment où il s'est mis à trembler comme une feuille et à vomir sur le sol. Armin Meiwes, lui, qui ne se considère pas comme un monstre et qui insiste sur le caractère consenti de la chose, il a relâché l'homme, bien évidemment, comme une dizaine d'autres qui ont vécu la même chose. Ces derniers n'ont pas prévenu la police parce qu'ils ne se sont pas sentis en réel danger, parce que Armin, lui,
voulait qu'il soit d'accord pour mourir. C'est vraiment fascinant. Mais un jour, un certain 1499 répond sérieusement à la demande d'Armin Meiwes sur le site Cannibal Café, et ces derniers qui semblent trouver un consensus se mettent à discuter sur un site cannibale de Yahoo, et cette fois-ci Armin prend le pseudonyme d'Anthrophagus, qui est une contraction du mot anthropophage, soit mangeur de chair humaine. Et les deux hommes décident au fur et à mesure de la conversation de se rencontrer durant la nuit du 9 au 10 mars 2001 dans la demeure de Armin Meiwes à Rothenburg, et continuent de discuter ensemble tard durant les nuits qui précèdent ce jour-là pour rendre le rapport un peu plus intime. Et ton sang, est-ce qu'il avait bon goût? C'était plutôt bon. Un jour, j'étais en train de percer un trou et la perceuse est allée directement dans ma main. C'était une vraie sucrerie. Le sang est le jus de la vie. Ça contient tout ce qu'une personne a besoin pour se nourrir. J'espère que tu vas pas te rebiffer, que tu pourras aller jusqu'au bout sans problème. Croquer dans ton pénis ne sera certainement pas facile. La chair vivante est d'une certaine manière plus résistante que lorsqu'elle est cuite. Mais une chose est certaine, notre rêve va s'accomplir. Et tu ne seras pas le dernier, je l'espère. J'ai déjà considéré attraper une jeune personne dans la rue, mais je préfère encore tuer quelqu'un qui veut être tué. Je pense que c'est pas tant le problème, mais ouais. Vu que c'est pas totalement légal, à mes yeux c'est quand même bien mieux que choper un mec directement depuis la rue. Oui, exactement. Je l'aurais fait si c'était légal. L'homme avec qui il discute longuement et qui se cache derrière le pseudo 1499 se nomme en réalité Bernd Jürgen Brauns, donc un ingénieur en télécommunications berlinois de 43 ans. Après avoir longuement discuté avec Armin, il s'est avéré que Jürgen Brauns fut lui aussi adepte d'extrême sadomasochisme et de pulsions cannibales. Il aurait alors accepté volontairement la demande d'Armin pour cause de problèmes de troubles de la personnalité qui lui boufferaient la vie. Pour cela, il décide alors de se remettre entre les mains du cannibale qu'est Armin Meiwes pour finir sa vie en bouquet final, puisqu'il prendrait un grand plaisir dans une ultime souffrance qui lui amènerait jusqu'à la mort. Donc le jour J arrive et Brauns s'assure que toutes les conversations et toutes les traces qu'ils ont mis sur le web ont été supprimées pour que sa présence et sa mort restent incognito et qu'Armin Meiwes ne soit pas inculpé. Il ingurgite énormément de somnifères et boit du schnapps sur demande de Armin Meiwes pour pas qu'il ne sente la douleur parce qu'il ne voulait pas le faire souffrir. Ensuite, Jürgen se rend alors à la demeure d'Armin Meiwes à Rothenburg pour pouvoir voir celui qui va ôter sa vie, quoi, et lorsque les deux se rencontrent enfin, ils se vouent à de multiples rapports sexuels sans même avoir discuté avant. C'est assez direct comme approche, et ensuite une fois qu'ils ont fini ça, ils se vouent à de très longues discussions, comme par exemple le fait de ce qu'il allait faire de lui en fait après sa mort. Et c'est alors que Jürgen Brauns, pour ne pas s'écarter du sujet initial, parce qu'il est quand même venu se faire tuer, cet homme, il demande à ce que l'entièreté du massacre soit filmée. En vidéo. Et j'insiste sur le mot vidéo. Et alors qu'Armin Meiwes s'attelle à activer son système donc d'enregistrement, Jürgen Brauns, lui, s'installe sur la table de dissection pour que Armin l'attache ensuite. Armin se tourne alors vers lui attache des sangles aux poignets et aux chevilles, et commence à lui sectionner le pénis alors qu'il est conscient. L'estropié ne sentira alors aucune douleur à cause des médocs, et regarde Armin partir avec son organe dans la cuisine pour qu'il puisse le faire flamber avec du rhum dans une casserole. Mais c'est pas fini parce que Jürgen et Armin se lèvent et vont directement s'asseoir à la table pour déguster le pénis qui vient d'être cuisiné. Et oui, Jürgen va aussi manger un peu de son sexe. D'ailleurs, il fut un peu déçu du goût de sa chair, mais il insistera quand même de continuer le processus jusqu'au bout parce qu'il est quand même venu se faire manger en entier. Malheureusement, Jürgen Brauns se mit à perdre de plus en plus de sang, toujours sans douleur, et du coup Armin Meiwes décide de le prendre et de l'emmener jusque dans sa baignoire. Il remplit la baignoire d'eau, le laisse flotter dedans dans l'inconscience, et il vérifiera toutes les 15 minutes si Jürgen Brauns est encore en vie. En attendant, il va regarder des magazines de Star Trek parce qu'apparemment il n'est pas très alerte de la situation dans laquelle il se trouve. Jürgen finira par la suite de sortir de son bain pour s'allonger sur un lit, mais s'effondrera de sommeil sur le carrelage, et Armin, qui a été alerté directement par le bruit, décide alors de le prendre, de l'accrocher directement par la peau sur le système de poulie et de l'égorger pour qu'il soit bien mort. Maintenant, je vous préviens, je vais afficher des images extraites de la vidéo originale de l'enregistrement. Même si ce sera censuré, ça peut quand même être choquant. Donc, je vous laisse le temps de quitter la vidéo ou de fermer les yeux pour ceux qui sont quand même là et qui sont un peu trop bornés. Donc je reprends dans 3, 2, 1.
Armin Meiwes arrive alors au moment fatidique qu'il attendait depuis 30 ans. De surcroît, il égorge Jürgen Brands, donc avec un couteau de cuisine. Il suspend le corps au système de poulie, comme j'ai pu le dire juste avant. Il décapite Jürgen, et au-dessus d'un seau, il commence à le découper dans la longueur pour le séparer en 2 morceaux géants. Il démembre petit à petit le corps de Jürgen Brands pour en faire des morceaux de chair qu'il ira ensuite congeler. Les os seront enterrés dans le jardin, et sur les images extraites de l'enregistrement que je suis en train de vous montrer et qui sont censurées, Armin montre les pièces qu'il a découpées. Ici, le bras et l'épaule de Jürgen Brands, comme si c'était un vulgaire steak. Pendant toutes les semaines qui suivirent, il mangera plusieurs kilos de viande humaine, ce qui lui rendit, selon ses dires, une jouissance sexuelle à chaque repas qui serait inégalable. Et le pire, c'est que puisque tout a été filmé et que la vidéo se trouvait bien chez lui lorsque la police l'a embarqué, on sait que tout est vrai, tout est absolument vrai. Meiwes est allé jusqu'au bout et il ira même se vanter sur les forums auxquels il avait participé, donc par exemple sur le Cannibal Café, que c'était la meilleure chose qu'il ait jamais vécue et que il avait bien tué cet homme, quoi. C'était pas très pragmatique de sa part. Et vous en faites pas, il y a quand même quelqu'un qui l'a cafeté alors qu'il cherchait de nouvelles personnes à manger. Et du coup, la police a retrouvé l'enregistrement dans sa demeure. Il se retrouve alors derrière les barreaux à perpétuité. C'est fascinant. Et toute cette affaire vient même questionner la légalité du suicide assisté, puisque c'est quand même un des problèmes majeurs de notre société moderne. Même si l'acte cannibale vient purement éclipser tout le reste au final. D'ailleurs au début il devait faire seulement 8 ans de prison ferme pour homicide involontaire, donc je sais pas comment ils ont réussi à faire ça, mais une fois que le parquet avait compris qu'il y avait quand même une jouissance sexuelle derrière, il a reçu une peine à perpétuité en 2006. Mais en fait, si on regarde bien, à part le cannibalisme, même si c'est quelque chose qu'on peut pas effacer, le mec est plutôt honnête et droit. Il a jamais blessé les personnes qui ne voulaient pas mourir. Il a relâché donc des dizaines de personnes quand il a fait son offre sur le Cannibal Café. C'est même lui qui a eu l'idée des somnifères et du schnapps pour Jürgen Brands, parce que lui à la base il ne voulait pas les prendre, il voulait complètement souffrir pendant l'acte. Ou alors même directement dans ses échanges avec Jürgen Brands sur le site Yahoo de Cannibal, où il fait mention directement qu'il ne voulait pas tuer des personnes qui ne voulaient pas être tuées. Au final, il a coopéré avec les autorités de police, même si l'enregistrement se suffisait en lui-même. Il a raconté exactement tous les détails de son massacre, parce que ça lui faisait plaisir de raconter ça. Et d'ailleurs, pour finir, aussi étonnant que ça puisse paraître, Armin Meiwes est devenu vegan en prison. Oui, vegan. Sûrement parce qu'il n'a pu jamais retrouver le goût de la viande humaine, qui surpasserait apparemment toutes les autres viandes qui sont en abattage et qui seraient une honte pour la nutrition, tout simplement. C'est dire, c'est pas les miens, c'est voilà. Du coup, de mon point de vue, c'était simplement un homme avec des valeurs qu'il a suivi jusqu'au bout à travers le délire développé durant son adolescence, potentiellement à cause de sa situation familiale, et donc, comme la plupart des traumatismes et des maladies psychologiques, à cause de sa mère. Au final, pour moi, dans cette affaire, c'est vraiment Jürgen Brands qui est le plus taré, parce que c'est lui déjà qui a accepté l'offre et qui, au départ, ne voulait pas prendre de somnifères et de schnapps pour ne plus sentir la douleur. Il voulait absolument tout ressentir. Et pour vous dire, il voulait même se faire égorger vivant pour pouvoir ressentir pleinement la mort s'emparer de lui. Malheureusement pour lui, il a été inconscient quand ce fut le cas. Il a peut-être raté le moment qu'il attendait le plus de toute sa vie. C'est aussi lui qui a eu l'idée d'enregistrer donc tout ce bordel et qui au final a fourni une preuve indirecte à la police pour qu'il se fasse inculper alors qu'il avait effacé toutes les traces qui pourraient mener jusqu'à Armin Meiwes. Et c'est aussi lui qui a eu l'idée de cuisiner son organe sexuel pour pouvoir ensuite le déguster juste après. Voilà. Pour ce qui est du site du Cannibal Café sur lequel Armin Meiwes a posté son annonce et que je vous ai présenté en détail tout à l'heure, le site a donc été fermement clôturé lorsque Armin Meiwes s'est fait attraper par la police et que cette affaire a été donc médiatisée. Mais on pense que les habitués du site se sont regroupés et ont migré vers un autre site cannibale du dark web, comme par exemple celui de Dodge Girls qui a été créé par Piero Loco. Et par contre, et ça c'est ce qui me dérange le plus, le site du Cannibal Café est redevenu actif puisque j'ai pu y accéder pour cette vidéo. Et en plus, j'ai pu y accéder
facilement. Je ne dirai pas comment j'ai fait, mais je vous dis juste que j'ai utilisé Google, donc c'est vraiment très très grave, parce que c'est du contenu qu'on n'est pas censé voir facilement, c'est pas du contenu sain qui doit être partagé sur internet, et c'est pas quelque chose qui doit être partagé pour que les gens puissent y accéder facilement. Et ça me dérange beaucoup. Heureusement, l'enregistrement d'Armin Meiwes n'a pas fuité sur internet et ne peut pas être accessible publiquement, à part les quelques extraits qui ont fuité et que j'ai utilisés pour la vidéo. Et heureusement parce que personne ne veut voir un homme se faire couper en deux en plein live. Voilà, je pense que j'ai fait le tour du sujet et qu'il n'y a pas grand chose à ajouter à cette affaire, à part l'histoire que je vous ai racontée. C'est vraiment un des crimes les plus bizarres qui existent, qui est pour origine internet, parce que tout ça n'aurait pas eu lieu s'il n'avait pas posté l'annonce sur Cannibal Café. Et j'aimerais bien dire que j'ai pris du plaisir à raconter cette histoire, mais la partie Cannibal Café m'a un peu dégoûté, quoi. J'ai vu beaucoup de choses que je ne voulais pas voir, et j'espère que personne ne verra comme moi. En tout cas, je vais aller me reposer. Merci d'avoir regardé, à la prochaine, et portez-vous bien.